Bruno Lavezon a donné procuration à Elisabeth Brett. Sylvie Sauvignon, Christophe Priam sera en retard. Il ferme le magasin. Il a donné procuration à Marie-Ange Labert pour les premières délibérations. Alain Lassalle, Laurent Langlade, Marie-Thérèse Barouillet, Christophe Bergès, Solange Coudinx, Ludovic Ducam a donné procuration à Marion Virginia, Christiane Chagnolot semble être en retard, Marjorie Fotous a donné procuration à Olivier Martinez, Nadine Pinchoret a donné procuration à Alain Arambat, Andrea Fargue, Alain Arambat, Jean-Luc Cazenave. Bien. Avant que nous débutions l'ordre du jour, je voudrais adresser un merci à l'ensemble des bénévoles du comité des fêtes pour la qualité des fêtes qu'on a connues il y a 15 jours. Merci particulier à Laurent et à Myriam qui dirigent cela de main de maître et qui sont entourés de dizaines de bénévoles dans différentes sections qui ont participé à ces belles fêtes. Sur le plan de la sécurité, il y aura un bilan qui aura lieu le mardi 24 qui donnera lieu à une analyse précise. On n'a aucun débordement à déplorer. Il semblerait que sur le plan de la sécurité, tant de la protection civile que de la gendarmerie, au regard des premiers éléments, c'était une année particulièrement satisfaisante. Deuxième élément d'information que je pourrais vous livrer, la déclaration de reconnaissance de catastrophe naturelle a été transmise il y a plusieurs jours. Elle aurait été instruite, on attend le retour avant-hier en conseil interministériel, d'une façon donc plus précoce que ce qu'on nous avait annoncé début juin. Il semblerait qu'il faille 5-6 jours entre la réunion et l'arrêt interministériel, de façon à ce qu'on sache si nous sommes retenus ou pas. Dès que nous aurons l'information, bien sûr, nous en témoignerons et le ferons connaître à l'ensemble des Saint-Séverins, que je tiens à remercier. Plusieurs dizaines de Saint-Séverins nous ont remonté des écrits, des photos, permettant d'enrichir la demande et de renforcer notre capacité à ce qu'elle soit prise en compte. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de notre dernière réunion du conseil municipal? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour est donc l'attribution du bail amphithéotique administratif pour l'exploitation du camping Les Rives de l'Adour. La délégation de service public actuelle arrivait à échéance. Elle était d'une durée d'une dizaine d'années. Il nous revenait donc cette année de délibérer pour choisir le mode de gestion et le prestataire qui serait retenu. Et donc, afin d'éclairer le grand public et également vous-même, nous avons préparé un petit PowerPoint qui permet de synthétiser les éléments clés de ce qui va se passer dans les mois à venir. L'objectif poursuivi par la commune est de doter Saint-Sever d'un camping attractif qui participe au développement économique de notre territoire. C'était là l'objectif premier qui était le nôtre, essayer d'avoir le camping le plus attractif possible et qu'il draine le maximum de public qui permette de consolider la consommation locale et l'activité économique locale. Sur l'intérêt du mode de gestion retenu, il présente un premier intérêt pour la commune qui est celui de
d'une redevance accrue. La ville est bien entendu le propriétaire du camping. Elle reçoit donc une redevance de la part du gestionnaire. Dans la société retenue, la proposition financière est largement plus forte que ce qui existait précédemment, puisque sur les 6 dernières années, nous avons reçu une redevance dans le cadre de la délégation de services publics de 6 408 €. Et si on compare ça aux 6 prochaines années, nous recevrons une redevance de la société d'exploitation du camping de 50 000 €. Donc grosso modo, c'est une multiplication presque par 10. Deuxième intérêt du mode de gestion retenu, c'est de garantir la modernisation du camping sans coût pour la collectivité. C'est-à-dire de permettre qu'il y ait un investissement important sans que cet investissement soit porté par l'argent public et par les contribuables saint-severains. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur un mode de gestion préconisé et adapté au secteur touristique d'aujourd'hui. Nous conservons la propriété publique du camping tout en confiant sa gestion à un professionnel. Le passage d'un affermage de 10 ans, qui était la forme juridique qui avait été retenue en 2008 et qui arrive à échéance au 31 décembre de cette année, à un bail amphithéotique administratif de 25 ans, a pour seul but de permettre d'attirer des investisseurs et d'offrir une période suffisamment longue pour leur permettre de financer la modernisation du camping. Ce camping va passer de 2 étoiles aujourd'hui au classement 3 étoiles, répondant cela aux attentes du comité départemental du tourisme et aux objectifs d'ailleurs de la mandature précédente. Pour ce qui est du CDT, je vous ai projeté quelques extraits d'un rapport qui a été fait en 2017 par le comité départemental du tourisme sur un diagnostic sur le territoire Landes-Chalosse, c'est-à-dire Chalosse-Tursan, 3 anciennes communautés de communes, plus Amou, Montfort et Mugron. Il est précisé dans ce rapport que, et on va passer à la diapositive suivante, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour nous, que l'abbatiale de Saint-Sevé est le 2e site le plus visité. C'est une enquête qui avait été faite en 2014, derrière bien sûr l'écomusée de Marquez. Il arrive devant la Dame de Port-à-Saint-Pouille, le musée de la Chalosse. On retrouve là les grands classiques de notre territoire intérieur. Ce qui est plus intéressant et qui arrive au cœur de notre sujet de ce soir, c'est l'analyse des forces et des faiblesses. Dans les faiblesses, il a été relevé qu'en matière d'offre d'hébergement, nous souffrions d'un parc d'hébergement insuffisamment qualifié par rapport au site de clientèle. Excusez-moi, monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir à l'écran les phrases un peu plus grosses, s'il vous plaît, parce qu'on n'arrive pas du tout à lire. Je vous les lisais in extenso. Ce que je vous propose, c'est que je les lise in extenso, et puis de toute façon, je tiens le document à votre disposition si vous voulez en faire des photocopies. Ça aurait peut-être été utile de l'avoir dans la note de synthèse. C'est un élément d'information que je vous apporte qui contextualise le contexte. Mais je ne doute pas qu'en tant que conseiller départemental, vous connaissez les rapports et les diagnostics du comité départemental du tourisme. Donc, dans les faiblesses, un parc d'hébergement insuffisamment qualifié par rapport au cible de clientèle. Deuxième point, une offre d'accueil de camping-caristes à optimiser. Si nous passons aux menaces, qui est la page suivante, je vous propose qu'on les lise. Je ne doute pas que vous ayez confiance dans ma capacité à lire ces phrases in extenso.
Si nous passons aux opportunités, aux menaces, nous arrivons à un diagnostic en matière d'hébergement, un parc d'hébergement en décalage avec les attentes des clientèles cibles. Tant et si bien que ce rapport du CDT pour notre territoire de Landes-Chalosse définit des axes de travail. Et parmi ceux-là, il y a en axe 4 une offre de qualité en phase avec les attentes de la clientèle, dans lequel est stipulé, c'est plus bas, la solution est sur la gauche, accompagner la montée en qualité de l'offre d'hébergement. Bref, cette montée de 2 étoiles à 3 étoiles répond à ce diagnostic, à cette exigence de la situation, à ces préconisations qui, au fond, permettent d'aller vers un camping de tourisme. Notre but est donc de moderniser et d'agrandir ce camping. Un programme d'investissement majeur est financé par l'exploitant. Il sera annexé au bail emphytéotique administratif puisqu'il intervient sur les 2 premières années. Et donc sur 2019-2020, le parc d'hébergement va passer de 19 hébergements de loisirs à 78 mobil-homes, ce progressivement avec l'acquisition de 50 mobil-homes en 2019, qui seront donc installés sur site dès le 1er avril 2019, plus un rajout de 28 mobil-homes en 2020. Sur les mobil-homes actuels, seuls 3 resteront, qui sont ceux qui avaient été acquis par la commune en 2008. Et d'ailleurs, les mobil-homes qui sont choisis sont de la même famille et de la marque équivalente. Il y a donc là quasiment 1 100 000 € investis pour accroître la capacité d'accueil, mais il y a également une mise en norme des installations et des accès pour les personnes à mobilité réduite du camping, avec des installations sur le local d'accueil qui correspond à l'ancien clubhouse du rugby. Il y a installé un bar-snack, une salle d'animation, une terrasse, beaucoup d'investissements dans les réseaux électriques, réseaux d'assainissement, des bornes pour les camping-cars et l'aménagement de la zone de camping-car, un aménagement paysager pour embellir tout ça, et bien sûr 120 000 € sur une piscine couverte en complément de la piscine actuelle, qui serait donc aménagée pour l'ouverture en avril 2019. Ce programme sera complété en 2020 par de la signalétique, des bornes électriques complémentaires et une poursuite de l'aménagement. Le choix du candidat s'est porté sur un professionnel du tourisme adossé au leader européen de la réservation en ligne. Ce leader européen de la réservation en ligne s'appelle camping.com. C'est d'ailleurs une entreprise française, il faut s'en réjouir, qui est le leader de la réservation sur le camping. Au fond, c'est l'équivalent pour les campings de ce qu'est Booking pour les hôtels, et qui est donc associé aux prestataires de façon à assurer le remplissage des lieux. En conséquence, tout ça devrait permettre de renforcer le potentiel touristique en permettant à la commune de ne plus être sous-dotée en offre d'accueil pour les camping-cars. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, la commune est simplement dotée d'une aire de vidange au niveau de l'école du parc, ce qui est largement insuffisant, et que donc on parle beaucoup du camping et des mobil-homes, mais il y aura également une aire d'accueil de camping-car en bas avec 10 places. Cette offre, c'est 1 500 000 € d'investissement. Ce choix d'un partenaire adossé au leader de la réservation en ligne qui assumera la promotion de
ce camping de plein air, ce camping vert à la campagne, devrait permettre un nombre de nuitées décuplé. Et au fond, c'est là l'objectif principal qui participera à la dynamique des commerçants de la ville. La fréquentation prévisionnelle, nous étions autour de 8000 nuitées ces 3 dernières années, sur 12 mois. À partir de 2019, le camping n'ouvrira plus que du 1er avril au 30 octobre. Il pourra y avoir des évolutions là-dessus, notamment sur début novembre, les fêtes de Toussaint. Mais la prévision budgétaire de la société qui vous est soumise comme étant celle qu'on retiendra prévoit 36 367 personnes en 2019, 50 374 nuitées en 2020. Ça fait l'équivalent de 240 personnes en moyenne sur ces 7 mois et 60 000 en 2021. Autant de personnes qui iront acheter dans les commerces de la ville, découvriront les sites touristiques, renforceront aussi tous les réseaux de vente directe de nos agriculteurs, bref, essaieront de renforcer l'activité de notre territoire. Voilà ce que je pouvais porter à votre connaissance de manière synthétique, en complément de la délibération des documents, pour aiguillonner notre choix. Je sais que nous avons dans la salle le délégataire actuel. Je tiens à remercier le travail qu'il a fait au cours de ces 3 dernières années et lui dire que nous serons à côté de lui pour l'aider dans sa reconversion. C'est pas encore voté. Je ne doute pas de ma majorité. Je préfère vous le dire. Un parti démocratique qui veut qu'on vote, après vous faites ce que vous avez à faire. Ce dont je doute, c'est est-ce que vous aurez le courage de voter pour un bon projet comme celui-là. Mais le courage politique peut arriver. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Martinez. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide numéro 2, si j'ai bien noté, concernant les recettes? S'il vous plaît. C'est donc 50 000 € sur 6 ans, de 2019 à 2024, inclus, c'est bien ça? Oui. La délibération que j'ai sous les yeux précise des redevances 2500 en 2019, 2500 en 2020, 5000 en 2021, donc ça nous fait 10 000 €. On ajoute 5000 en 2022, ça nous fait 15 000. C'est 2019-2024. Mais j'entends bien, ça veut dire qu'il y a 6 années. 6 années, 2005-2005, 5000, 5000, 10 000. 10 plus 10, ça fait 20. 5 et 5, ça fait 10 plus 20, ça fait 30. Moi, j'ai 35 000 € de recettes. Vous nous annoncez 50 000, et quand je liste le détail de la délibération, j'ai 35 000, ou quelque chose m'a échappé. Il y a également 10% du résultat net avant impôt qui est intégré dans le cahier des charges. D'accord, mais comment vous pouvez préjuger du résultat net avant impôt? Mais par rapport au business plan qui a été fourni dans les pièces documentaires. Ah d'accord, le business plan. Justement, business plan, j'étais présent à la commission d'appel d'offres. J'ai été assez surpris de voir qu'il y avait donc 1,5 million € de travaux. Mais en creusant un peu, vous l'avez dit, il y a plus d'1 million € qui concernent les mobil-hommes. Nous sommes bien d'accord, en cas de rupture du contrat, soit à la date d'anniversaire du bail, soit parce qu'il y a un contentieux naissant, soit il y a une rupture du bail, ce matériel est récupéré intégralement par le prestataire. C'est déjà le cas de la structure juridique actuelle. Le fermier, au terme de l'affermage, reste propriétaire des biens mobiliers. Par contre, les 500 000 € qui sont investis dans la voirie, les réseaux, les aménagements paysagers, la création des aires de camping-car, la modernisation et la mise aux normes
PMR de tous les sites, la création de la piscine couverte. Ces 500 000 euros-là qui sont sur le sol de la commune, reviendraient directement à la commune, y compris en cas, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne pense pas, mais d'interruption anticipée. C'est une éventualité. Vous parlez donc d'un peu moins de 500 000 euros de travaux par rapport donc, au patrimoine municipal, soyons clairs dans le terme. Un peu moins, excusez-moi, c'est déjà beaucoup. J'y viens, parce que vous avez évoqué en commission d'appel d'offres le fait que 2 offres étaient donc en concurrence, que vous proposiez le choix que vous nous soumettez ce soir au conseil municipal. Par contre, quelque chose m'a interpellé. Le futur bénéficiaire de ce bail emphytéotique n'amène aucune garantie bancaire, contrairement au candidat évincé. Qu'est-ce qui justifie que l'on puisse faire confiance à quelqu'un qui, certainement, a très bien vendu son produit, alors qu'il n'y a pas, à l'heure où on parlait en commission d'appel d'offres, une quelconque garantie bancaire quant à la possibilité de financer tout ce qui a été annoncé? Nous avons, le délégataire actuel gère le camping de Mirande dans le Gers, qui n'est pas très loin. Et nous avons ici, je peux la remettre à chacun d'entre vous, une lettre de recommandation du maire de Miélan, qui est le vice-président en charge du tourisme de cette communauté des communes, qui nous confirme que l'ensemble des engagements d'investissement qui étaient prévus dans le bail emphytéotique administratif chez eux ont été respectés. D'autre part, le risque principal dans ce type d'investissement, c'est la capacité à remplir, à avoir un taux d'occupation. Le fait qu'il y ait l'engagement de camping.com est une garantie. Et le délégataire, et c'est un principe de bon sens, nous a dit que les garanties bancaires arriveront dès lors que le bail emphytéotique administratif sera signé. C'est quand même plus facile d'obtenir des financements bancaires quand vous avez un marché qui vous est octroyé que quand le marché ne vous est pas encore octroyé. Donc, vous mettez sur le même plan un courrier d'intention d'un élu par rapport donc à une garantie bancaire pour un investissement d'1,5 million d'euros. Excusez-moi, ça nous interpelle. Enfin, je pense que quand on est frappé du bon sens, quand quelqu'un vient proposer 1,5 million d'investissement, on s'intéresse à tant soit peu à ce qu'il ait les reins solides au plan financier. Comment se contenter d'un courrier d'intention qui n'a aucune valeur légale pour justifier un choix face, je le répète, à un candidat évincé qui, lui, vous me l'avez dit en commission d'appel d'offres, présentait des garanties bancaires? Monsieur Martinez, je sais bien que vous êtes là pour agiter les peurs. Moi, je vous donne rendez-vous l'été 2019, puisque sur les 1,5 million, il y a quasiment plus d'1 million d'euros qui sera investi dès avril 2019. Je vous donne rendez-vous et puis on verra si les investissements prévus sont faits ou pas. Donc moi, je ne peux que vous donner rendez-vous à ce moment-là, et puis ça sera la meilleure des réponses à vos craintes. Oui, monsieur Lafargue. Oui, juste une question par rapport à ce que je viens d'entendre concernant la garantie bancaire. Vous avez dit, monsieur le maire, la garantie bancaire arrivera après la signature du bail emphytéotique, parce que c'est plus facile d'aller devant le banquier quand on est titulaire d'un bail emphytéotique. Je peux l'entendre. Y a-t-il une clause suspensive dans le... J'avoue que je n'ai pas lu dans le détail le bail emphytéotique. Y a-t-il une clause suspensive en ce sens? C'est-à-dire, s'il n'obtient pas la garantie bancaire que vous souhaitez, est-ce que la signature devient caduque? Merci. Si le délégat... Enfin, j'entends peut-être un mauvais terme, si l'entreprise retenue ne respecte pas les conditions du bail, nous pouvons rompre le bail. Oui. Voilà. Nous sommes propriétaires. Article 13, clause résolutoire 6. Page 6. Enfin, je vous redis, c'est une entreprise qui existe, qui gère déjà un camping pas loin de chez nous. À Mirande, elle a respecté l'ensemble des engagements d'investissement. Il y en avait pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est des gens qui ont passé dans ce métier, qui le connaissent par cœur. Je n'ai aucun doute sur la capacité à ce qu'ils lèvent les fonds. Maintenant, si les fonds ne venaient à pas venir, je reviendrai vers vous en vous disant, écoutez, il y a un problème.
Vous parlez à juste titre de l'article 13 concernant les clauses résolutoires. En cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque des charges, c'est pas très français, mais bon, c'est vos écrits, vous expliquez qu'il y a une résiliation de plein droit. Charges et conditions du présent bail. Citez-moi l'article où il est écrit qu'en cas de non-obtention de garantie bancaire, il y a résiliation de plein droit, s'il vous plaît. Enfin, écoutez, on ne va pas passer 3 heures sur vos craintes que ça ne marche pas. Moi, je vous dis très simplement, je vous donne rendez-vous en avril 2019. Ne perdons pas de vue que nous avons la chance d'avoir un investisseur qui met le paquet, qui croit dans ce camping, qui est adossé à des professionnels, qui exercent ce métier depuis longtemps, qui gère un camping à côté de chez nous, qui fonctionne. Je vois bien qu'au fond, que des choses avancent sur cette commune, ça me fait mal au cœur, mais je préférerais une opposition qui se réjouisse d'une ville qui avance à une position qui vive ça comme à chaque fois un handicap pour eux. Y a-t-il d'autres questions précises? Oui, M. Martinez. Dans le cadre de l'appel public à concurrence, il y avait donc un appel à projet qui définissait donc les objectifs assignés aux futurs bénéficiaires du bail amphithéotique. Était listée notamment la possibilité pour ce futur prestataire d'intégrer dans son offre commerciale l'éventualité d'utilisation, d'usage, de prise en bail, je ne sais pas exactement, de plusieurs éléments du patrimoine public de la ville de Saint-Sevé. Était citée notamment la piscine municipale, le parcours de santé, l'aire de beach volley, le clubhouse, la maison des Coquelets et les terrains de tennis, avec la possibilité de conventionner ou non avec le SCAN canoë-kayak pour éventuellement faire une manifestation sur l'Adour. En commission d'appel d'offres, nous avons eu droit donc à une présentation que vous avez faite et je vous ai interrogé à juste titre sur les éléments que je viens de vous citer qui seraient effectivement liés à l'exercice du bail amphithéotique dans le cadre donc de la gestion de ce camping. Vous m'avez répondu que certains éléments n'étaient plus d'actualité, mais que d'autres restaient d'actualité. Or, lorsque je vois le document définitif qui nous est soumis au vote ce soir, il n'y a plus aucun élément du patrimoine public à l'exception de la maison des Coquelets, dont vous nous confirmez effectivement qu'elle sera donc mise à disposition du futur gestionnaire du camping dans le cadre du bail et ne pourra plus être mise à disposition du SAS Rugby. Que deviennent tous les autres éléments qui jusqu'alors étaient évoqués, jusqu'en commission d'appel d'offres, et ne le sont plus? Moi, je pense que vous avez quitté la commission d'appel d'offres trop tôt. Vous l'avez quitté vers la fin. Au moment du vote, à la clôture des débats, vous avez dit on clôt les débats et je fais passer au vote. Donc, vous ne pouviez pas continuer à parler, ou si vous avez continué à évoquer le sujet, c'était donc hors commission d'appel d'offres. Donc c'est plus grave si vous n'avez pas compris, mais vous allez me donner l'occasion de couper court à certaines rumeurs que vous voulez alimenter. Le tennis, moi j'ai rencontré la présidente, il n'y a aucun problème à ses yeux. Un cours de tennis est confié, c'est celui qui est derrière l'aire de la piscine au camping, de façon à ce que les résidents du camping puissent y accéder sans avoir à passer par le club de tennis. C'est un usage d'ailleurs qui a eu lieu par le passé, elle n'y voit aucun problème. Si pour certains tournois il y aurait besoin de ce cours, je ne doute pas qu'il y aura des accords qui seront trouvés avec le délégataire. Sur la piscine, elle reste en gestion communale, pas de sujet. Les Saint-Séverins, par contre, pourront accéder à la piscine couverte qui s'est créée, qui sera connectée aux piscines actuelles. Et donc les horaires n'ont pas vocation à être remis en cause, ni la possibilité que les collèges, les écoles y soient, ni que nos enfants puissent y apprennent à nager. Quant au rugby, c'est là où effectivement il y a le beach. Nous, on avait fait un cahier des charges très large. Y a-t-il des équipements qui peuvent représenter l'intérêt que vous souhaiteriez moderniser? Les deux qui intéressent le futur responsable du camping, c'est le clubhouse qu'a libéré le rugby, puisque nous étions samedi dernier, certains autour de cette table, au fond, à la pré-inauguration de la maison du rugby à la gare, et donc l'ensemble
des soirées d'avant-match et d'après-match qui précédemment se faisaient là se feront dorénavant à la gare, à la maison du rugby. D'ailleurs, ils ont libéré les lieux, les cuisines ont été démontées, donc ce lieu était libéré. Il sera confié au camping de façon à avoir un point d'accueil aux normes, une salle polyvalente pour pouvoir faire de l'animation, pour faire des séminaires. La partie, bien sûr, qui aujourd'hui concerne le clubhouse du tennis et je vais y arriver, et les vestiaires du tennis ne sont pas dans le bail, ne seront pas gérés par le camping, ils restent totalement affectés au tennis. Quant au rugby, la maison des Cocolets, nous avons rencontré les bénévoles et le club bien avant le lancement de l'appel d'offres pour voir avec eux comment nous pourrions monter tout ça. Et ce qui ressort, c'est que la maison des Cocolets n'est pas adaptée aux besoins du club de rugby. Les machines qui y sont entreposées le sont dans des espaces exigus. Il manque de capacité à stocker du matériel. Et cette maison est à l'opposé des terrains d'entraînement. Et donc la demande du club est que nous créions à côté de la buvette une structure nouvelle qui puisse servir de laverie, qui puisse servir de lieu de stockage. Cet hiver, ils stockaient les matériels dans un fourgon, c'est quand même pas l'idéal pour eux, et qu'il puisse y avoir un agrandissement de la buvette pour pouvoir recevoir aussi les enfants pour les goûter. Tout ça sera mis au prochain budget, 2019 ou 2020. Nous avons jusqu'au 1er janvier 2021, comme vous l'avez vu là-dedans, pour faire cette réalisation. Bien entendu, on va pas confier un outil qui sert au rugby au camping avant d'avoir créé au rugby ce dont ils ont besoin et où ils peuvent migrer toute leur activité. Donc moi j'ai vu les dirigeants du rugby samedi dernier, ils étaient ravis de cette proposition qui pourrait être un plus. Et en me disant, Arnaud, si tu pouvais nous faire cet agrandissement, ce lieu de stockage et laverie le plus vite possible, et qu'on puisse quitter les Cocolets le plus vite possible, on sera les plus heureux des hommes. Oui. Donc vous êtes dans la même phrase, vous êtes capable de dire que vous avez rencontré donc, les clubs avant, et là vous nous expliquez que ça ne fait que quelques jours que le SAS Rugby est au courant, qu'il vous demande de trouver une solution alternative au départ des Cocolets. Non, Monsieur Martinez, deuxième chose, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai rencontré le club. C'est ce que vous venez de dire. J'ai rencontré le club avant de faire le cahier des charges. Je n'aurais jamais intégré la maison des Cocolets si on n'avait pas trouvé une solution avec le rugby. Et je vous témoigne en dernier que j'ai vu le président samedi dernier, qui trouve tout ça très bien. Point. Donc je ne vous laisse pas travestir mes propos. Je ne travestis pas, moi j'ai pas les mêmes informations que vous. Maintenant, on ne va pas se convaincre mutuellement. Vous n'étiez pas là samedi dernier. J'étais là samedi, excusez-moi. Non, on ne s'est pas croisés, j'étais là bien avant vous. Concernant le tennis, le tennis, vous dites que donc un terrain sera mis à disposition du camping. Nous sommes bien d'accord. Le clubhouse également. Or, je ne vois nulle part dans le bail qui nous est proposé la matérialisation de cet engagement contractuel. Et vous avez un plan de situation qui précise tout ça. Nous sommes en face de patrimoine bâti de la commune. Quel est l'engagement contractuel? Citez-moi l'article, s'il vous plaît, du bail que nous avons sous les yeux, qui stipule les conditions d'utilisation de ces structures publiques. Non, écoutez, il y a un plan de situation qui régit la répartition de ce qui sera confié en espace au camping et ce qui restera en gestion publique. De mémoire, dans la délibération, vous m'autorisez à valider les plans de bornage, vous m'autorisez à faire les servitudes et tous les éléments qui permettront de définir exactement la répartition. Donc moi, je n'ai rien à vous cacher. Vous voyez clairement dans le plan de situation que les vestiaires et le clubhouse de tennis ne sont pas donnés au camping, que le cours 4, qui d'ailleurs n'est pas celui qui est dans le meilleur état, est transmis au camping. Les choses sont claires et transparentes. L'élément de patrimoine n'est pas cité clairement, contractuellement, dans le bail.
ne vous en déplaise. Ensuite, vous évoquez, vous avez raison d'en parler, qu'on va nous demander, dans le cadre de la délibération, de vous donner délégation pour dresser les actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs. Vous nous parlez bien sûr documents hypothécaires, cadastraux, urbanistiques ou tout autre. Quels sont ces documents tout autres, s'il vous plaît? Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous nous demandez de signer un blanc-seing et vous nous expliquez que là, vous allez discuter en dehors de cette assemblée, vous allez discuter des conditions de gestion et d'utilisation par le prestataire qui aura le camping en gestion du patrimoine public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un bail qui engage la collectivité sur 25 années, avec l'usage, je le répète, d'un patrimoine payé par l'ensemble des Saint-Séverins. On ne connaît pas les conditions d'utilisation, on ne sait pas comment nous pourrons accéder ou non à ces bâtiments, et vous nous expliquez que vous renvoyez ça à une délégation qu'on voudrait voter pour que vous décidiez seul en catimini des conditions d'utilisation de ces bâtiments. Monsieur Martinez, bon, je sais bien que quand il y a un bon projet, il faut que vous vous énerviez parce que vous vivez mal tout ça. Je vous redis que le clubhouse du tennis, les vestiaires du tennis, les 3 cours du tennis restent du domaine public et que nous continuerons, sauf si la municipalité venait à changer, nous l'attribuerons au SAS Tennis. Nous avons une piscine qui reste publique. Nous avons l'ensemble des équipements sportifs des lieux qui restent publics, à l'exception de la Pachère, qui deviendra la maison dans laquelle vivra le Coquelet, dans lequel vivra la... Merci, vous suivez. Dans lequel vivra le gérant, ou du moins celui qui en assume la gestion, le gardien, puisque lorsqu'on est classé 3 étoiles, il faut que le gardien vive sur place. Nous avons 2 années pour ça. Je vous rappelle que tout ce qui aura trait à ce bail amphithéotique administratif, toute décision que je serai amené à prendre, sera présentée en conseil municipal. Je rappelle d'ailleurs que sur la mandature précédente, aucune des décisions que prenait Jean-Pierre Dalle n'était consignée dans les documents remis aux conseillers municipaux. C'est un acte de transparence où nous sommes mis en conformité. Et au fond, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que vous pensez que j'ai un quelconque intérêt à me fâcher le rugby, le tennis et les jeunes de la commune qui vont à la piscine? Et vous me prenez pour un suicidaire, quelqu'un qui a envie de me auto-suicider à l'an des élections? Enfin, écoutez, sincèrement, on est là pour servir le bien commun. Nous avons un camping qui veut se développer, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et comptez sur moi pour que les intérêts des Saint-Séverins soient bien défendus, que toutes les activités qui se passent à la Plaine des Sports puissent continuer à se faire. Je vous propose que nous passions au vote, parce que je trouve que nous tournons en rond. J'ai une dernière question et après j'aurai une explication de vote, s'il vous plaît. Je n'ai pas manqué de relever. Concernant la piscine, vous dites qu'elle restera en gestion communale. Par contre, vous parlez d'une connexion de la piscine à 120 000 € couverte. Excusez-moi, je me permets de sourire, 120 000 €, une piscine couverte, qui serait en connexion avec la piscine actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants de Saint-Sevé, les joueurs Frappago, pourront aller se baigner dans cette piscine-là. Et que la plage de cette piscine sera en hauteur avec la piscine actuelle. Alors, la piscine actuelle, municipale, elle est affectée au camping ou pas? Mais j'espère bien que les résidents du camping auront envie de rentrer à la piscine municipale, comme c'est le cas aujourd'hui. Je parle pour les Saint-Séverins. La piscine municipale sera gérée par qui? Elle sera gérée par la ville, c'est-à-dire par nous. Je vous l'ai dit 3 fois. Donc, vous avez un problème de surdité, ou ça vous fait mal à l'entendre. Mais la connexion avec la piscine créée par le futur gestionnaire. Excusez-moi, mais je vous prendrai comme directeur des services techniques. Je trouve que vous avez des solutions simples. Non, j'ai pas de solution simple. Et que 2 terrasses soient de niveau vous pose un problème. Un bail amphithéotique se doit de... Quel est votre... Nous sommes dans le droit des contrats. Un contrat doit intégrer tous les éléments pour qu'il n'y ait pas de difficulté dans la gestion future, d'autant plus que nous nous engageons sur 25 années. Nous constatons qu'il y a énormément de manquements, qu'il y a énormément de carences, et nous sommes très inquiets sur les éléments qui sont proposés au vote. Bien, je vous donne rendez-vous le 1er avril 2019. Vos inquiétudes vous quitteront. Très bien. Alors, Monsieur Tauzin, nous avons donc une déclaration à faire par rapport à ce camping, à cette
cette décision que vous allez prendre avec votre majorité, puisque vous êtes sûr de votre majorité. Alors, je vais tout simplement faire lecture du courrier que j'envoie à Monsieur le Préfet des Landes concernant donc cette procédure et le choix qui nous est proposé ce soir. Alors, excusez-moi, pardonnez-moi à toutes et tous, ça sera un peu long, mais bon, je pense qu'un dossier qui engage pendant 25 ans le denier public, qui engage pendant 25 ans le patrimoine de la commune, mérite quelques minutes d'attention, d'autant que j'ai bien compris qu'en face des recettes supplémentaires que nous allons percevoir, les impôts locaux des Saint-Séverin vont payer un nouveau bâtiment au SAS Rugby pour compenser la fin de l'utilisation de la maison des Coquelets. Si vous appelez ça de la bonne gestion, je n'en suis pas convaincu. Je vous donne lecture du courrier que j'envoie donc à Monsieur le Préfet. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans la maison des Coquelets? Êtes-vous déjà rentré dans la maison des Coquelets? Monsieur le Préfet. Parce que si vous ne l'avez pas fait, je vais vous inviter à venir avec moi. Vous allez voir les travaux qu'il y a à faire dans cette maison, dans quel état vous nous l'avez laissé. Je ne crois pas qu'on fasse une mauvaise opération à les transférer l'activité du rugby dans un bâtiment neuf qui coûtera beaucoup moins cher que de rénover cette maison, ce que fera le délégataire actuel. Bon, alors. Mais bon, écoutez, petite précision, je vous rappelle, je n'étais pas élu à la précédente mandature. Si vous n'aviez aucun lien avec la mandature précédente. Aucun lien. Vous êtes d'une solidarité absolue envers vos amis. Je n'étais pas élu, Monsieur Tauzin, c'est un principe de base en démocratie. Donc, André non plus, Alain non plus. Mais vous parlez de moi, ne parlez pas de mes colistiers. Donc, je vais lire le courrier que je donnerai évidemment à la presse, bien entendu. Et évidemment, il faut quand même informer un minimum les Saint-Séverins de cette vaste plaisanterie qui nous arrive. Surtout qu'en matière juridique, vous êtes un roi. Oui. On parlera des centrales photovoltaïques et du PLU un autre jour. J'espère que cette procédure ira plus loin que votre dernière. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le Préfet, je lui refais le détail. La commune de Saint-Sevé possède un camping municipal. Je passe tous les détails. J'explique l'appel à projet, j'explique l'avis d'appel public à concurrence, les candidats qui se sont présentés, la commission ad hoc, la commission d'appel d'offres. Je précise quand même en propos introductif, je mets en toutes lettres le mail que nous avons reçu, du moins qu'André a reçu en tant que titulaire, pour la convocation à la commission d'appel d'offres qui s'est déroulée le mardi 26 juin à 9h30. Ça aussi, si vous vouliez lever les suspicions, vous aviez qu'à la faire encore plus tôt, voire un dimanche soir. Ceci étant dit, le choix de la CAO s'est porté sur la candidature de la société Alpha Camping Group. Mais là, je ne comprends rien à votre argument. C'est ce choix. Toutes les commissions que nous avons fait sur les chantiers ont toujours eu une journée. Moi, je ne comprends pas votre argument. D'accord. J'explique que c'est ce choix que vous nous proposez ce soir et la procédure que vous avez engagée, qui est proposée au vote du conseil municipal réuni ce soir, que je conteste auprès de vous. Tout d'abord, il est constant que tout changement de mode de gestion d'un service public doit au préalable faire l'objet d'une information au conseil municipal. Or, la procédure qui nous intéresse n'a jamais fait l'objet d'une quelconque information aux membres de ce conseil lors des dernières séances qui se sont déroulées les 14 mai et 18 juin 2018. Jamais Monsieur le maire n'a informé les membres du conseil du lancement d'une procédure d'avis d'appel public à concurrence le 17 avril 2018, qui concernait donc la gestion du camping municipal dans le cadre d'un bail amphithéotique. Encore aurait-il fallu que vous ayez délégation du conseil pour pouvoir lancer cet avis d'appel public à concurrence, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez vous prévaloir d'une délégation que pour le louage des choses jusqu'à 12 années. C'est l'article du Code général des collectivités, l'article L21 22 22. Nous sommes dans le cas présent dans le contrat de louage d'un bail amphithéotique de 25 ans. Ce qui fait que la délégation vous concernant n'est pas possible. La procédure, dès le départ, aurait dû faire l'objet d'une délibération formelle du conseil municipal. C'est ce premier point déjà qui entache d'illégalité et la procédure et le choix. La deuxième chose, et vous l'avez dit, il est constant, là aussi, la jurisprudence le dit, que tout changement de mode de gestion d'un service public fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. Tout changement de mode de gestion d'un service public. Vous avez rappelé, et c'est dans la délibération des documents, qu'en 2007, on a lancé une procédure de DSP pour un camping qui jusqu'alors était géré en régie municipale. Au 31 décembre, vous allez modifier les conditions de gestion de ce service public. Par conséquent, le conseil municipal doit nécessairement et préalablement au lancement de la procédure se prononcer par des délibérations sur ce changement de mode de gestion. Cette délibération, à l'heure où l'on parle, est inexistante.
Ce deuxième point fait que là aussi, votre procédure et le choix que vous allez faire est entaché d'illégalité. Vous avez également réuni une commission ad hoc le 15 juin pour auditionner les candidats. Là encore, la commission n'a pas été désignée conformément à l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal, que vous savez parfois nous rappeler en conseil municipal, qui a été adopté pour votre information le 16 juin 2014. Que dit cet article 8? Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. Aucun texte législatif, aucun texte réglementaire, tant au niveau du droit des marchés publics qu'au niveau du Code général des collectivités, ne vous autorise à réunir une telle commission. C'est le conseil municipal, quelle que soit la configuration de la commission, qui doit la créer, fût-elle ad hoc comme vous l'avez nommé. Ce troisième point vient s'ajouter aux deux premiers pour justifier l'illégalité de la procédure. Venons-en à la CAO. Elle s'est réunie le mardi 26 juin. Là aussi, détail intéressant concernant le règlement municipal, il est écrit que la commission se réunit sur convocation du maire. Elle est accompagnée de l'ordre du jour, elle est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours avant la tenue de la réunion. Petit problème, la commission ne s'est pas réunie sur convocation du maire, mais sur convocation du secrétariat de son cabinet, en la personne de, je ne peux pas la citer ici publiquement. De plus, la convocation n'a pas été adressée au domicile des conseillers municipaux. Elle a été adressée par mail aux membres de la CAO. Vous n'avez donc pas respecté le formalisme concernant la réunion de la CAO. C'est le quatrième point qui entache la procédure d'illégalité. Vous nous faites part, dans le dossier que nous avons sous les yeux, d'une note de synthèse qui est jointe à la convocation du conseil municipal. Le problème, c'est que cette note de synthèse n'est pas une note de synthèse, comme l'exige le Code général des collectivités. Votre note de synthèse se borne à lister les délibérations qui seront soumises au vote des conseillers municipaux. De ce fait, elle contrevient au droit d'information des 10 conseillers municipaux. Et ça, c'était constant depuis un arrêt du Conseil d'État de novembre 2012. Je vous donnerai les références, ne vous inquiétez pas. Que disait cet arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2012? C'est la commune de Mandelieu. Est considérée comme insuffisante une note explicative de synthèse consistant à reproduire le projet de délibération qu'il s'agit d'approuver. Qu'en est-il de la note de synthèse que vous nous avez produite, M. Tauzin? Elle ne fait que reproduire des projets de délibération. Là aussi, vous avez un cinquième point qui entache votre procédure et votre choix d'illégalité. Une deuxième jurisprudence intéressante du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Besançon. Là aussi, le juge a annulé un bail amphithéotique administratif. Et pourtant, je peux vous dire que le maire de la commune avait quand même fait le boulot, puisqu'il avait présenté un rapport de présentation, il y avait un plan cadastral, il y avait un plan de situation, il y avait l'intégralité du bail amphithéotique. Eh bien, le juge a cassé la délibération de vote du bail amphithéotique parce qu'il n'y avait pas les conditions et les modalités de fixation de la redevance. Dans le cas présent, non seulement nous n'avons pas les modalités de fixation de la redevance que vous nous avez présentées, mais en plus, il n'y a pas de plan de situation, il n'y a pas de plan de cadastral et il n'y a pas de rapport de présentation joint à la délibération dans la note de synthèse. Ce n'est pas un plan cadastral. Ce sixième point entache d'illégalité donc cette procédure. J'en viens au point 7, puisque, nous l'avons déjà évoqué, vous souhaitez qu'on vous donne délégation afin de dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent bail amphithéotique, pour mettre celui-ci en concordance avec les documents, vous l'avez dit, hypothécaires, cadastraux, urbanistiques ou tout autre. On a bien compris que c'était les conventions. Là aussi, il vous est impossible d'obtenir délégation du conseil municipal sur ce point. Parce que là encore, c'est un bail qui dure 25 années et que donc tous les actes accessoires au bail doivent être votés et validés par le conseil municipal ici présent. Vous ne pouvez pas obtenir cette délégation. Aucune information n'est disponible dans les documents concernant ces actes complémentaires. Nous ne savons toujours pas ce que c'est. Nous ne pouvons obtenir que ce que vous voulez bien nous dire, c'est-à-dire les quelques éléments que vous avez évoqués tout à l'heure. Là aussi, nous sommes face à un défaut flagrant d'information. On est donc dans l'incapacité de nous prononcer en toute connaissance de cause sur ce BEA. Autre point important, le BEA est un contrat. À ce titre, tous les éléments nécessaires à la gestion du camping doivent être intégrés dans ce document, qui est un document contractuel qui seul fait foi en cas de difficulté avec le gestionnaire que nous allons choisir. On ne peut pas renvoyer à des actes futurs des éléments substantiels de ce BEA. C'est un principe de base en droit. Après, moi, je peux quand même m'interroger sur
sur votre démarche, parce qu'il y a une incohérence totale au plan économique, une incohérence totale au plan politique. Je vous assure que je me pose de réelles questions sur la véritable raison de cette démarche. Mais en creusant, nous allons trouver, ne vous inquiétez pas. Nous allons trouver. C'est vrai qu'on est très tordu. Notre interrogation donc, est tout à fait légitime parce que, je vous l'ai dit, en CAO, vous avez évoqué les conventionnements à venir avec le futur gestionnaire pour l'utilisation des bâtiments publics au profit de celui-ci. La piscine, j'en ai parlé, le clubhouse, le court de tennis, ça aussi évoqué tout à l'heure. Tous ces éléments sont nécessaires à la bonne gestion du camping, sont nécessaires à l'offre commerciale que vous avez choisie et qui avait été proposée par l'heureux lauréat. Donc, nécessairement, juridiquement, tous ces éléments doivent être intégrés clairement dans le bail amphithéotique et ne pas être renvoyés à des conventions annexes. Ce n'est pas légal. Le 7e point était un peu long, mais je peux vous dire que celui-ci entache également d'illégalité votre procédure et votre choix. Et le dernier point... Vous êtes beaucoup trop court. Le dernier... Vous savez, monsieur Tauzin, quand on engage la collectivité sur 25 années, j'estime que j'ai tout à fait le droit de prendre le temps nécessaire pour expliquer aux Saint-Séverin ce qui se trame. On crée un désir fou. Mais écoutez, laissez-moi terminer. Le 8e point, alors ça c'est quand même extraordinaire. On a donc un bail amphithéotique qui est consenti par la ville de Saint-Sevé au profit de la société Alpha Camping Group pour l'exploitation donc des rives de l'Ado. Il y a 4 annexes aux documents que vous nous avez donnés. Je les ai là. Donc la société Alpha Camping Group a visité le site, puisque c'était dans la procédure, visite du site. Sauf que, c'est quand même extraordinaire, l'attestation que vous nous mettez en annexe 3, qui est donc contractuelle, puisqu'annexée au bail, la société qui visite s'appelle Bel Air Village. C'est-à-dire que vous réussissez l'exploit de nous donner en annexe du bail, signé avec Alpha Camping Group, la visite d'une société qui n'existe pas ou qui existe peut-être, mais qui malheureusement, elle, n'a pas eu la chance, je ne sais pas si elle était candidate, d'obtenir ce fameux bail. Excusez-moi, mais cette erreur d'amateurisme, ça vous fait casser votre bail à n'importe quel moment. Nous avons la société Bel Air Village qui fait l'attestation de visite dans un bail signé avec une société qui s'appelle Alpha Camping Group. Comment peut-on, dans un document contractuel, faire cohabiter 2 entreprises avec une raison sociale différente? Comment peut-on le faire? Y a-t-il une subtilité juridique qui le permette? Aucune. Aucune. Cette erreur de débutant fragilise votre procédure. Moi, je ne peux que vous inviter à retirer toute la procédure, à retirer votre délibération, de repartir de zéro. Ces éléments-là, je ne prétends pas avoir la vérité vraie. C'est un courrier que j'enverrai au préfet en recommandé. Je vous le dis très honnêtement aussi, je demanderai audience parce que je pense qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas évoquer ici, au-delà de ce problème de légalité externe, j'oserais dire. Parce que, vous vous en doutez bien, ce ne sont pas tous les griefs que je vais évoquer. Cela concerne uniquement d'éventuelles et de potentielles procédures devant des juridictions administratives. Parce que d'autres éléments méritent de plus ample réflexion et de plus ample approfondissement. Donc pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce bail amphithéotique. Quel juriste, je suis émerveillée. Franchement, M. Martinez, vous avez fait des progrès depuis peu de temps, parce que quand il s'est agi de votre dossier à vous, vous étiez beaucoup moins compétent. Vous avez traîné devant les tribunaux, madame Duprat, pour diffamation. Vous avez annulé la procédure du jour avant. Vous aviez le même aplomb au départ. Bon, écoutez, donc nous venons d'assister à une pièce de théâtre magnifique. Vous êtes passé à côté de votre vocation. Moi, très sincèrement, j'aurais aimé que vous me disiez qu'est-ce que vous aviez envie pour ce camping. Que vous me disiez quelle est votre vision du développement de la commune. Que vous me disiez comment mobiliser de l'investissement pour moderniser et attirer du monde chez nous. Cette vision politique, elle est absente. Elle est nulle. Vous n'êtes que dans la polémique, le juridisme. Vous souteniez un président qui était pour le choc de simplification. Je crois que c'est pas avec des gens comme vous qu'on va aller vers le choc de simplification. Écoutez, on verra. Votre recours ne sera pas suspensif, on avancera. Et puis s'il faut qu'on repasse devant le conseil municipal, je ne doute pas
que le candidat qui a envie de gérer ce camping sollicitera recandidatera, et que la majorité qui trouve que c'est un beau projet nous soutiendra. Nous allons donc passer au vote. C'est un début d'aveu, ce que vous dites là. Non, je vous dis simplement, c'est aucun aveu, que je n'ai pas la même vision politique que vous. Que moi, l'important c'est de faire avancer ma ville. Vos insinuations sur les véritables raisons est une honte. C'est des ragots de bas étage. Je sais bien que depuis des mois, vous ne cherchez qu'à salir. Salir par tous les moyens. Alors écoutez, je vous laisse là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer ma ville. Alors nous allons passer au vote. Je ne vous ai pas donné la parole, c'était la dernière prise de parole du groupe. Explication de vote. Ça n'a rien à voir avec le fond du dossier. Vous parlerez. Je la demande raison de plus. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Grande nouvelle. Nous allons avoir un camping qui va se moderniser et s'agrandir. Et nous allons passer de 8000 séjours à 35 000. Deuxième point à l'ordre du jour. L'acquisition des parcelles AM31 Monsieur le maire, et AN113. Je ne vous ai pas donné la parole. je vous remercie. Je souhaite que ça soit pour autant noté au procès verbal. Vous noterez ce que vous voudrez. Nous avons là deux délibérations qui concernent l'écoquartier de Nothomb qui avance. Il nous revenait pour permettre de finaliser. Ma famille vous remercie. Pour vous permettre de finaliser, nous avons donc deux délibérations. L'une, nous avions déjà pris la délibération pour la parcelle AM31 dans laquelle il y aura un bassin de rétention d'eau. Je vous propose que nous récupérions pour l'euro symbolique la parcelle AM113, c'est-à-dire le chemin d'accès pour permettre les aménagements. La deuxième délibération, il se trouve que dans l'emprise et dans le projet d'aménagement, nous aurions intérêt à déplacer une route et à passer sur une toute petite parcelle où il y a un garage aujourd'hui. Nous vous proposons de l'acquérir pour 7 500 €, ce qui nous permettra de libérer des lieux qui sont sur l'emprise publique aujourd'hui que nous pourrons vendre en terrain à bâtir. Y a-t-il des questions sur ce point numéro 2 et ce point numéro 3? Oui, monsieur Lafargue. Je dois prendre la parole, oui. C'est le point, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, ça va être le 2. C'est pour la parcelle, concernant la parcelle 113. Là, vous parlez quelquefois d'opposition constructive. Je voudrais essayer de l'être une nouvelle fois, comme je peux l'être assez régulièrement. Cette parcelle 113, d'abord, je voudrais une petite précision. Quel est son statut aujourd'hui, cette parcelle? Elle appartient à qui? C'est une parcelle privée qui appartient à l'indivision. Et alors, je vais plus loin. Oui. La parcelle 31, qu'on avait déjà, pour laquelle nous avions déjà délibéré, aujourd'hui, elle est desservie par qui? Par quelle voie? Le meilleur moyen d'arriver à la parcelle 31 est de passer par la parcelle 113. Non, mais aujourd'hui, oui, on passait par la 113. Oui. La desserte, elle est là. Donc il existe aujourd'hui une servitude. Parce que la 113, est-ce qu'elle dessert également les maisons de Guayardette et de Peyre, en bout? Oui, bien sûr. Donc c'est là où je ne comprends pas tout. Autant je peux comprendre qu'on essaie de desservir la parcelle 31. Alors je ne vois pas, je cherche à comprendre l'intérêt d'acheter cette parcelle, et ce qui me choque davantage, c'est qu'on l'achète jusqu'à la maison de Ladoux. Parce que si le plan est exact, on va jusqu'à la maison de Ladoux. Donc il y a un chemin qui devient une desserte privée. Je vais essayer de répondre. Nous sommes sur une parcelle privée qui dessert des maisons. Oui. Bien. L'idée qui est la nôtre est d'agrandir les fossés, de pouvoir aménager l'écoulement d'eau, et donc en contrepartie, cette voie, plutôt que de la découper, ce qui engendrerait des frais notariés, de bornage, ainsi de suite, il est plus économique de l'acheter en l'intégralité, d'en aménager la partie qui nous concerne et de l'intégrer au domaine public par la suite. C'est ce qui ne me convient pas, parce que si, là, je peux comprendre. Là, jusque-là, le raisonnement, je
je peux le comprendre. Par contre, il y a quand même ce tronçon, certes, qui peut nécessiter des frais de bornage, mais là, on est en train d'ouvrir une possibilité. On crée une desserte municipale pour ce qui est une ruine aujourd'hui, la vieille ferme de Ladoux. Si demain cette maison est mise en vente, et si demain l'acquéreur ou même le propriétaire actuel vient vous voir demain matin vous dire « moi je veux qu'on me passe les pareuses, qu'on me fasse du bitume, qu'on me rénove cette voie », vous allez répondre quoi? Oui ou non? Et d'autant que on laisserait donc en l'état actuel le tronçon qui va depuis le coin de la parcelle 31 jusqu'à Goyardet, jusqu'à Peyre, on le laisserait dans le domaine privé. Alors, là, il va y avoir un micmac. Je vous souhaite du plaisir pour le gérer. Il n'y a aucun micmac. Mais si. Bon, écoute, il y a un micmac pour toi. Moi, je veux savoir. Moi, autant qu'on aille, tant pis pour le tronçon qui va jusqu'à Goyardet, mais que l'on arrête l'achat, puisque si la 113 va jusqu'à Peyre, Peyre c'est au bout. Le Peyre et le Pipe. Mais Peyre et la Goyardet. On va faire simple. Je sais bien que l'opposition... Non, grosso mot. Ah, mais je ne veux pas. Je suis là pour essayer de plus elle s'oppose, mais qui va vous ennuyer demain, ça ennuiera peut-être le prochain maire, je n'en sais rien. C'est pas parce qu'un chemin... On a plein de chemins ruraux qui sont publics, qui ne sont pas revêtus. On en a même qui desservent des maisons qui ne sont pas revêtues. Pourquoi on irait revêtir obligatoirement et donc on créerait un précédent ou un risque à acheter une parcelle qui aujourd'hui est dans le domaine privé? On a besoin d'aménager cette parcelle 113 jusqu'à la parcelle 31 pour aménager l'écoulement d'eau, plutôt que de borner et de payer des frais de bornage, de cession, de division en deux. Il était plus simple d'acheter l'ensemble. Voilà. Mais pourquoi alors, selon ce raisonnement-là, nous n'achetons pas le tronçon qui va depuis l'angle de la parcelle 31 jusqu'à la parcelle 794, c'est-à-dire au Peyre? C'est pour ça, on crée, comme on parle pas de bornage, vous allez borner ce chemin. Mais tout simplement parce qu'on a besoin, nous, que de la parcelle 113. C'est pour longer le bassin de rétention future qu'on crée à la parcelle 31. Mais alors, pourquoi il n'est pas utile d'aller jusqu'à Ladoux? Mais jusqu'au point de la parcelle 31, moi je comprends. Allez, on va passer au vote. Je t'ai répondu 3 fois, tu ne veux pas comprendre. Non. Oui, ce n'est pas une bonne réponse. Mais elle sera la mienne. Parce que je n'ai plus aucun élément à te donner. Je l'ai bien compris. Je soumets au vote du Conseil l'acquisition à 1 euro de la parcelle 31 et 113. Y a-t-il des oppositions? Oui. Très bien. Y a-t-il des abstentions? Je vous ai fourni 3 fois la réponse, vous ne voulez pas l'entendre. Donc moi je ne vais pas... Il n'y a pas de délibération de 3. Acquisition de la parcelle AN 103. On va arrêter là. Jacques, on a évoqué... Non, mais je pense qu'André n'est pas dans la disposition en même temps de comprendre. Délibération numéro 3. Acquisition de la parcelle AN 103. Que cette dernière formule, comme informé Mme Duprat des réponses, monsieur le maire, figure une extension au procès verbal. Écoutez, pendant 6 ans, vous avez fait des procès-verbaux qui étaient tronqués. Nous, c'est enregistré, donc c'est une amélioration. On peut suivre tout ce que tu dis. J'ai répété 3 fois la raison pour laquelle... Je suis parti il y a 3 mois, je reviens, je retrouve la maison, c'est ça qui me rassure, dans le même état dans lequel je l'avais laissé. L'opposition n'a toujours pas la parole. Tu as posé 3 fois la question, je t'ai donné 3 fois la réponse. Je crois, si depuis le début, je pense que l'opposition a eu plus la parole que la majorité. Voilà. Oui. Je pense. Mais bon. Si on fait la mienne, qui c'est qui parle? Délibération numéro 3. Acquisition de la parcelle AN 103, 6 rue Grégoire de Montaner. Y a-t-il des oppositions? Bien. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4. Approbation de la convention avec l'Office du tourisme. On a le droit d'évoquer le sujet de la délibération 3 ou vous continuez comme ça sans nous donner la parole? Si vous avez quelque chose d'intelligent à dire, allez-y. Mais ne perdez pas pied, monsieur le maire, vous vous énervez là, restez calme. Notre question est simple. Aujourd'hui, nous avons donc, encore une fois, l'acquisition foncière pour une parcelle pour ce que vous appelez l'écoquartier de Nothon, le lotissement. Ça va durer longtemps, ces acquisitions foncières, ça fait des mois et des mois que vous nous dites que tout est fait, que ça va démarrer incessamment sous peu. Moi,
ça ne bouge pas sur le terrain. Il y a des choses qui nous échappent. Surtout avec les recours que vous faites. Ben, écoutez, Je n'ai fait aucun recours contre le lotissement. De quoi parler? Délibération 103, la parcelle à 103, je vous ai redit, mais André, qui fut un temps siégé à nos comités de pilotage, je vous souhaite de revenir, le sait. Nous avons la route Grégoire de Montaner qui va être déportée et qui passe à l'idéal sur cette parcelle. Nous avons trouvé un accord avec la propriétaire. Nous vous proposons d'acquérir cette parcelle pour faire passer la route à cet endroit-là et libérer un maximum d'espace à construire autour. Voilà l'objet de cette délibération-là. Donc oui, il y a dans l'emprise ces deux points qu'il fallait régler, qui sont en train d'être réglés. Nous avons l'enquête environnementale, ça dure 12 mois, qui devrait se terminer ce mois de juillet. Nous aurons un copil dans les semaines à venir où nous validerons de façon définitive les prescriptions architecturales, notamment sur tout ce qui est isolation et prescriptions liées aux économies d'énergie. Et au prochain conseil municipal, on délibérera sur ce quartier. Donc sur le point précis de la délibération 3, y a-t-il d'autres questions? Oui, toujours dans la même veine par rapport aux acquisitions de l'ensemble des parcelles concernées par ce que vous appelez l'écoquartier. On avait pris une délibération concernant les serres de M. Segas. Est-ce que l'acte a été passé? Est-ce que la ville est propriétaire de ces parcelles? La ville n'est pas propriétaire de ces parcelles. Je vous propose que nous passions au vote, mais je crois qu'on l'a déjà fait sur le point 3. Vous vous abstenez ou vous vous opposez sur le point 3? Vous vous opposez, très bien. Point 4. Approbation de la convention avec l'Office du tourisme communautaire à Châlons-sur-Saône et le clergé affectataire relative aux visites de l'abbatiale. C'est une délibération qui a été validée en conseil communautaire la semaine dernière. Jean-Marc, tu peux peut-être nous présenter cette délibération et le point 5. L'affectataire de l'abbatiale, c'est le clergé, donc, et l'abbatiale est notamment l'été visitée de manière régulière. L'Office du tourisme organise un certain nombre de visites. Ça sera au niveau du point suivant. La municipalité va organiser cet été des visites du clocher et des chapelles hautes, et il nous fallait bien entendu rédiger une convention de partenariat entre l'Office du tourisme, la mairie de Saint-Sevé et le clergé affectataire. À l'intérieur, vous l'avez vu puisque vous avez dû lire tout ceci, il y a également les notions de chauffage, puisque le chauffage était un chauffage au gaz et qu'il devient chauffage électrique. Et donc, on a proposé un premier montant annuel de 2 000 €. Et ce montant annuel de 2 000 € sera bien entendu révisé en fonction des consommations. Voilà. Après, tout le reste, c'est pour les modalités de visite, etc. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je peux essayer de vous y répondre. Voilà. Il y aura des visites aussi qui sont conduites directement par la ville de Saint-Sevé, il n'y a pas que l'Office de tourisme. Oui, tout à fait. C'est le point suivant. Vous avez tout dans le petit livret voilà. qu'a fait l'Office du tourisme, qui est vraiment super. Et on a un nombre de visites cette année sur Saint-Sevé qui est vraiment en croissance. Ça nous montre la maison Syntex, des propositions qui sont portées par l'Office de tourisme de visites un peu originales, avec le miroir qui permet de voir l'abbatiale à l'envers, un esprit décalé. Et par contre, tout l'été, nous avons la montée aux tribunes et au clocher, qui là est portée par la ville, et c'est sur le budget du musée. L'Office du tourisme, qui est en train de fédérer les 3 territoires, souhaitait une forme d'homogénéité dans les propositions, qui n'est pas tout concentré à Saint-Sevé, et donc en accord avec eux, on tente cette expérimentation.
Et si ça marche, j'imagine que l'Office du tourisme nous suppléera l'an prochain. Une précision, il y a un guide de la ville, il y a des visites organisées conduites par la ville de Saint-Sevé. Est-ce qu'on a un guide? On voulait vous demander de le faire. Alors, non, vous le faites plus rire. Si vous posez une question, j'ai le droit de je te réponds. de répondre sur la dérision. On nous entend jamais, surtout pas pour faire la dérision. Merci. Soyez pas susceptible. Je te réponds. D'abord, il y a les visites de l'Office du tourisme. Vous savez que la personne qui est en charge du musée est en même temps pour un tiers de son temps à l'Office du tourisme, qu'elle est en congé maternité. Et de ce fait-là, l'Office du tourisme a embauché pour cet été une guide conférencière qui fera les visites que justement Alizé a mis au point. Et pour ce qui est des visites des chapelles hautes et du clocher, nous avons fait appel à 3 jeunes de Saint-Sevé qui vont faire ces visites. J'ai été avec eux tout à l'heure à midi pour leur montrer l'ensemble des visites. Je leur ai donné un certain nombre de documents que m'avait préparé Alizé. Et on a fait toute cette visite avec Jean-Paul Warbos qui nous aide également là-dessus, pour qu'ils aient tous les éléments. On aura 3 visites par jour, une à 11h30, une à 15h30 et une à 17h30, sauf le vendredi matin, le samedi, il n'y en aura pas, et le dimanche matin. Voilà, pour être tout à fait clair. Et donc ces 3 jeunes font chacun 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui va nous couvrir complètement l'été. Voilà. Je vais soumettre à votre validation le point 4. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Au point 5, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Alors, je n'ai pas donné le tarif. Alors, le point 5, c'est... Le point 5, c'est le tarif. Donc, le tarif, c'est un tarif de 5 €. Bon, en réalité, c'est un tarif qui nous permet simplement de rémunérer les jeunes qui feront le travail. Et ce sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Merci. Voilà. Pour 5 € les gens auront l'accès aux tribunes, où il y a les très beaux chapiteaux romans, auront l'accès au clocher, qui a été aménagé et sécurisé pour la visite, et plus un accueil en bas. Ça devrait durer une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense que ça vaut le coup. Y a-t-il des... Juste pour ceux qui le souhaiteraient, on peut vous faire une petite visite juste après le conseil municipal. Comme ça nous permettra de voir les travaux et puis de monter aux chapelles hautes et au clocher. Voilà. Très bien. Point 5, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 6e point à l'ordre du jour, c'est le dispositif bourse au permis de conduire, qui est un dispositif classique, maintenant pour nous, qui permet à des jeunes de travailler au cinéma et en contrepartie d'avoir une prise en charge partielle du coût de leur permis de conduire par la ville, dans une des 2 auto-écoles de la ville. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, nous avons fait des gros travaux au gymnase l'an dernier, avec notamment une nouvelle fosse complètement changée. Nous questionnions à l'époque est-ce qu'il fallait la réparer ou complètement la renouveler. On a fait le choix de la renouveler complètement. On en a profité pour compléter le matériel du club de gym. L'occasion pour moi de saluer les Cadets Gascogne, qui sont la section sportive de Chalosse-Tursan, qui a le plus grand nombre de jeunes, puisqu'on a voté la semaine dernière en conseil communautaire les subventions de la communauté commune, qui sont en fond proportionnelles au nombre de jeunes accueillis. Et donc c'est une section en plein développement qui avait besoin de renforcement de matériel.
lors des rencontres avec eux, ils avaient prévu d'acheter une partie de matériel eux-mêmes. Ils ont préféré participer au financement fait par la ville, de façon à ce que ce soit la ville qui supervise l'installation, qui assume la sécurisation des lieux, sachant qu'au final, ce matériel ne sert pas exclusivement à l'association, mais sert aussi au collège et à nos écoles. Donc, par cette participation, ça a permis d'aller plus loin dans le programme que ce qu'on avait prévu. Moi, je dois d'ailleurs saluer les efforts faits par les associations. Je rappelle que le club de pétanque, on avait financé les matériaux, mais c'est eux en interne qui avaient fait l'ensemble de la rénovation de leur local. Je remarque aussi que le rugby, au fond, grâce à un magnifique effort de bénévolat et du mécénat, s'aménage son local, certes le soutien de la ville, mais on n'aurait jamais réussi publiquement à apporter de si belles réalisations. C'est un peu dans le même esprit que les cadets de Gascogne utilisent une partie de l'épargne qu'ils avaient pour en faire bénéficier leurs usagers. Y a-t-il par rapport à ça des remarques, des questions? Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais je vais faire une remarque. Oui, j'avoue que nous sommes un peu surpris, choqués par ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on demande, qu'on le veuille ou non, enfin, ils peuvent dire on avait prévu d'acheter du matériel, une association qui participe au financement d'un investissement qui est quand même un investissement municipal. On était en train d'instaurer, j'ai le sentiment qu'on est en train d'instaurer une jurisprudence. Or, si l'année prochaine le rugby ou le foot veulent refaire leur terrain de foot, finalement, il va falloir qu'ils reversent une quote-part à l'investissement, ou le basket à la Loubert. Non, honnêtement, moi j'ai du mal à entendre ce double discours, dire j'adore, j'aime mes associations, vous venez de le redire, monsieur le maire, on accompagne les associations, on leur donne de l'argent via la subvention municipale, je crois 3 000 € pour toutes les sections des cadets de Gascogne, une subvention pour la communauté de communes, tout ceci pour le reprendre de l'autre main, pour le mettre dans l'investissement. D'autant que vous l'avez dit aussi, c'est une fosse qui va servir, si j'ai bien noté, aux cadets de Gascogne, mais également aux écoles, aux collèges peut-être, sans doute. J'ai du mal à suivre votre raisonnement. Je suis un peu... C'est une drôle de philosophie. Et ce que je crains surtout, c'est la jurisprudence cadets de Gascogne, qui risque de s'instaurer sur d'autres types d'investissements dans d'autres lieux, que les associations ne soient pas surprises demain. Surdité aux arguments, agiter les peurs, être contre tout. J'ai bien compris votre philosophie du soir. Je la regrette. Pour moi, ce n'est pas la vision de la démocratie. La démocratie, elle doit être faite sur des valeurs, sur des projets. On ne doit pas être sombré là-dedans. Bon, écoutez, je vous ai expliqué tout. Je dis qu'il préfère que ce soit la commune qui assume le suivi auprès des fournisseurs, qui s'assume sur de l'installation en bonne et due forme, qui assume la réception des chantiers. Et ils nous ont permis, avec ces 4 000 € d'aller plus loin que ce qu'on avait prévu initialement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous n'avons jamais donné une aussi forte subvention aux associations que ces 2 dernières années. Nos équipes techniques font le maximum pour moderniser et mettre en norme les lieux. On a créé le régie bâtiment pour ça. Voilà. Donc, vous avez tout à fait le droit de ne pas partager nos manières de faire. C'est au fond pour ça qu'on est dans la majorité et que vous êtes dans l'opposition. Y a-t-il des oppositions à ça? Pour préciser, effectivement, c'est un bâtiment public, c'est un investissement qui sert à l'association, mais à d'autres. C'est vrai que bon, c'est la justification de la participation d'un privé, enfin, une association étant privée, à des aménagements publics. C'est ça, quoi, qui est. On entend qu'il fallait ces travaux-là, que ça soit pris en charge par la commune, après c'est pas 11 000 € qui allaient retourner. Écoutez, c'est eux qui l'ont proposé. Oui, même en tant que gestionnaire, je pense. Et nous prenez... Ce que je pense par rapport à ces questions-là, on parle quelquefois d'énergie. Il est vrai que la commune peut insuffler des moulins. Par contre, quand on voit des démonstrations de synergie, c'est-à-dire quand les associations peuvent se prendre en main, investir, apporter un savoir-faire, une main-d'œuvre ou des fonds, ils démultiplient l'activité communale
Et on ne peut que les féliciter de prendre ces initiatives. Effectivement, si le système est vicié, si les personnes en responsabilité ont un vice, ce comportement louable peut être tourné et mal tourné, c'est-à-dire inciter les associations, les culpabiliser et les amener au travail. C'est il y a un système vertueux où ça peut être au contraire. Au niveau de ce système-là, alors c'est peut-être, André, la différence qu'il y a entre toi et moi. J'apprécie énormément ce système vertueux, cette synergie. Quand les gens se prennent en main, ils ont peut-être des moyens, j'allais dire petits, ils ne sont pas si petits que ça, ils ont des moyens et leurs moyens sont éminemment respectables. Ils se prennent en main et ils assument des responsabilités en complément de l'activité communale. Si tous nous attendons que la commune fasse quelque chose, comme si tous nous attendons que l'État fasse quelque chose, on n'avancera pas énormément. Je crois beaucoup à la prise d'initiative de chacun et au travail de chacun. Effectivement, ça peut être ou vicieux ou vertueux. Le tout, c'est de faire balancer du bon côté. Et je crois au vertueux, même si c'est utopique. Non. C'est utopique, je dis. Ça peut paraître utopique, mais je pense qu'il y a heureusement dans ce pays et dans ce territoire, il y a des gens qui sont vertueux. Et ça sert. Non, je m'en laisse pas quoi. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est ni plus ni moins que la maxime de Kennedy. Avant de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Exactement. Monsieur Martinez. Vous demandez aussi ce que font les assos pour Saint-Sevé. Je vous rappelle que ce sont des bénévoles qui aujourd'hui s'occupent de nos enfants le week-end, le soir, le mercredi. Et je trouve la démarche particulièrement petite. Quand bien même vous nous annoncez qu'il y a un accord, alors un accord d'ailleurs, il serait intéressant d'avoir la décision du conseil d'administration qui valide cette participation financière, nous ne l'avons pas. Et ce qui est dommage parce que vous devez le mettre dans la convention relative à cette participation financière. Moi je regrette que cette association, si c'est vrai, ait choisi de participer. Parce que je le répète, je trouve déplorable que dans cette assemblée, des élus disent, en gros, ils ont bien de la chance, les associations, on dépense beaucoup d'argent pour elles, et bien un peu à leur tour de donner de l'argent. Ils dépensent sans... Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous rappelle, je le répète, ces gens se dépensent sans compter pour la ville, toute l'année. Et je trouve dommage que des élus autour de cette table nous expliquent qu'en gros, il faut que non seulement ils mettent la main à la pâte pour faire des lotos, pour ramener les gamins gratuitement aux différentes manifestations sportives à l'extérieur de Saint-Sevé, s'occuper des enfants lorsqu'il y a des manifestations dans Saint-Sevé et en plus on leur demande de l'argent. Pourquoi vous énervez? Laissez-moi terminer. Je trouve regrettable. Mes amis, je vous demande de... À part entière, on a le droit de s'exprimer. Quand on entend des énormités, on peut également le relever. Mes amis. Parce que ce critère, quand je parlais de vertueux et de vicieux, la manière que vous avez d'interpréter, on est dans le vice. Alain. En temps en temps, ça... Alain. Restez calme. J'aime rester calme, mais en tant que Saint-Séverin, quand on vit dans le Pas-de-Calais depuis longtemps, quand on a entendu pendant des décennies, des aberrations qui ressemblent à celle-là, quand on a l'honneur peut-être dans le conseil municipal, de temps en temps, il est agréable de dire ce qu'on pense. Parce que moi, ça fait 50 ans que j'entends des choses comme ça. Bien, mais ça me soulage, Allez. ça me fait du bien. C'est pour ça que nous sommes dans la majorité et eux, dans l'opposition, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, quand la pétanque me dit, monsieur le maire, notre local, si vous financez les matériaux, on va se le rénover, mais je trouve ça formidable. Je ne suis pas en train de dire qu'on abuse des bénévoles, on détourne des fonds, et quand une association de la même manière nous dit on aimerait aller plus loin, on aimerait avoir quelque chose de formidable, on est prêt à participer, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça a vocation à se généraliser? Non. Mais est-ce qu'on a des moyens illimités? Non plus. Et donc je ne peux inviter que tous les partenaires, que ce soit la région ou le département, à soutenir au maximum nos initiatives. Et plus on aura d'argent public, plus on pourra avancer dans tout ça. Je vais... D'ailleurs, on a fait part d'une subvention au département sur les équipements sportifs. Il semblerait pour le moment qu'on n'ait pas un accord positif. J'espère que vous interviendrez pour que cette salle de gym qui sert aussi au collège puisse naturellement faire l'objet d'une subvention. Mais on en discutera en dehors du conseil municipal. Y a-t-il... S'il vous plaît, avant d'aller plus loin, y a-t-il un vote? Vous évitez, oui, parce que je découvre, je ne suis pas sûr qu'on votera ce soir.
Parce que vous allez m'expliquer, monsieur le maire, dans les attendus de la délibération, vu la délibération 2016-01-02 du 27 janvier 2016. Expliquez-moi ce que cette délibération de 2016 a à voir avec la délibération que vous alliez vous proposer. À mon avis, elle n'a rien à voir. C'est une erreur administrative flagrante et moi je demande à ce que la délibération soit retirée du vote ce soir. C'est une erreur. Il ne peut pas être autrement. C'est une erreur matérielle, on ne votera pas ce soir. Eh bien, très bien, mais écoutez... Je demande à ce qu'on la retire. Hein. Je ne la retirerai pas, c'est une erreur matérielle qui n'attache pas la légalité de la délibération. Maintenant, les deux visas sont faux, et le considérant, quand même, on a une délibération sur une convention, le considérant dit... considérant la nécessité de désigner les candidats pour le dispositif de la bourse au permis de conduire, dans une délibération qui parle d'une participation financière d'une asso. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette délibération? Vous nous avez taxé d'amateurisme, qu'on faisait soi-disant n'importe quoi. Non, cette délibération est un copier-coller. Le visa et les attendus sont erronés. Il serait grandement temps que vous retiriez cette délibération et la proposiez à notre conseil, puisque elle est viciée. Monsieur Martinez, je ne la retirerai pas. Et donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Quand j'ai une opposition de contre tout, je n'ai pas envie de la suivre. Y a-t-il des oppositions? Oui, du coup. Très bien. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je voudrais vous faire une information importante avant que nous nous quittions, qui concerne un point important pour la ville. Avant de clôturer cette séance, je souhaiterais vous témoigner d'une information récente aux conséquences importantes pour notre commune qui a trait à l'ASAEL, Association de sauvegarde et d'action éducative des Landes. Pour que tout le monde comprenne les enjeux, je souhaiterais revenir sur la genèse de l'installation de cette association dans notre commune. Le 16 décembre 2010, la ville de Saint-Sevé, Conseil général des Landes de l'ASAEL, co-signé une convention d'occupation. Par cette convention, la commune de Saint-Sevé construisait une maison d'enfants à caractère social, MEX, sur un terrain dont elle était propriétaire sur le nouveau quartier de Sartoulé. Bâtiment spécialement conçu et exclusivement dédié à l'accueil d'enfants en difficulté. Pour ce faire, la commune investissait près d'1 700 000 € TTC qu'elle finança à 100% par un emprunt sur 20 ans. La convention précisait un montant de loyer annuel facturé par la commune à l'ASAEL, équivalent à l'annuité de remboursement de l'emprunt, à savoir 144 000 € par an. Alors que sur cette convention, l'ASAEL s'engageait à louer les lieux sur cette durée de 20 ans, nous avons eu la désagréable surprise, un peu plus de 7 ans après la signature de la convention, de recevoir un courrier de l'ASAEL nous précisant son départ au 31 décembre 2018. Cette décision fait supporter à la commune un sinistre financier très lourd, sachant que le montant du capital restant à rembourser au 31/12/2018 sera de 946 000 € et que si cette décision allait à son terme, la ville perdrait 144 000 € de loyer annuel. Il est à noter que l'ASAEL rejoindrait un bâtiment nouveau construit sur Mont-de-Marsan à sa demande, projet étudié semble-t-il depuis fin 2014. Cette situation est un vrai gaspillage des fonds publics qu'il s'agit de dénoncer. L'amateurisme avec lequel la convention a été rédigée en 2010 démontre une grande négligence dans la protection des intérêts de la ville, ce que nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui. Je tiens ici à témoigner de notre ferme détermination à défendre les contribuables saint-severin sur ce dossier et nous reviendrons sur ce sujet dans les prochains conseils municipaux. Je lève la séance. Ceux qui souhaitent monter au clocher suivent Jean-Marc après avoir signé leur registre.